Hello les amis. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'audience qui s'est tenue au Congrès américain. C'était le 13 novembre et il y avait donc Luis Elizondo, qui est un ancien agent spécial du contre-espionnage, un amiral, et le docteur Gold, je crois, qui est un ancien directeur membre de la NASA. Donc là, j'ai fait un petit résumé avec traduction de ce que j'ai récupéré, que j'ai noté. Donc au début, Luis Elizondo a parlé donc, du phénomène OVNI, des orbes, des UAP en général, et il a dit qu'il y avait un groupe de personnes qui bloquaient apparemment l'information. Donc on va passer en revue tout ce qu'il a dit. Donc il y a une longue histoire ici de cet individu fournissant, là il parle d'un individu qui fournirait des fausses informations, des informations trompeuses et fausses au public par le biais de divers organes et médias, d'informations afin de discréditer ce sujet. Il dit que Luis Elizondo, il a dit qu'il était personnellement victime. Nous avons la documentation pour prouver que ces informations étaient absolument inexactes, ont été fournies à plusieurs reprises. Il s'avère que cet individu travaillait également avec l'ancienne direction. Donc, il dit bien là qu'il y a eu un petit groupe au sein de notre propre gouvernement impliqué dans le sujet des UAP, donc des OVNI, qui a créé une culture de répression et d'intimidation dont j'ai personnellement été victime, il dit, avec de nombreux anciens collègues. Cela inclut des enquêtes criminelles injustifiées, du harcèlement et des tentatives de détruire la crédibilité de quelqu'un. Donc il dit que la plupart des Américains seraient choqués d'apprendre que le propre bureau des affaires publiques du Pentagone emploie ouvertement un officier professionnel des opérations psychologiques comme point de contact unique pour toute enquête liée aux UAP de la part des citoyens et des médias. Il dit que c'est inacceptable, que beaucoup de mes anciens collègues et moi avons fourni des témoignages classifiés à la fois au département de la Défense. Et il demande en conclusion instantanément au Congrès de prendre des mesures décisives pour instaurer une transparence complète sur cette question. Nos concitoyens méritent d'être informés des découvertes qui pourraient changer notre compréhension de l'univers, il dit bien, et notre place dans celui-ci. Donc le gouvernement détiendrait des informations très très importantes et qui sont donc cachées. Il est grand temps de mettre fin au secret, de révéler les vérités que nous avons accumulées. La transparence est non seulement un endroit pour le public, mais aussi une responsabilité pour ceux d'entre nous qui détiennent ces informations. Par la suite, là, il y avait l'amiral aussi. Ils ont évoqué les données prélevées de leur compte sur certains objets submersibles. Donc là, c'est des objets qui vont aussi dans l'eau. Bien que l'automne n'ait pas d'expérience personnelle, il a reçu des témoignages de marins, là c'était aussi l'amiral qui répondait, afin d'observer des objets étranges sur des données sonores, genre des phénomènes inhabituels sous l'eau, comme les tic-tac du Nimitz en 2004, qui plongeait sous l'eau sans perte de vitesse. Hein. Il a expliqué qu'une instance qui lui a révélé ça se remonte aux années 80, un sous-marin spécifique, donc un missile balistique, donc les ovnis seraient toujours près des centrales, des missiles, un objet à manifester des caractéristiques semblables à celles d'une torpille russe, en termes de vitesse de mouvement et de capacité à se rapprocher quand il s'est rapproché du sous-marin. Mais ensuite, il a disparu à une vitesse inimaginable et il a dit, selon lui, aucune technologie connue ne permet de reproduire ce type de comportement. Il a précisé qu'un USO, donc c'est un objet qui plonge dans l'eau, hein, comme les ovnis sont dans le ciel, avait été observé dans les années 80 dans l'Atlantique Nord pendant un temps de pluie et que c'est l'origine catholique qu'il a détecté sur des notes sonores. Ensuite, il a demandé s'il existait d'autres points de référence. Donc là, par la suite, hein, on revient à monsieur Elizondo, l'agent spécial. On lui a demandé la question posée à monsieur Elizondo concernait la possibilité que ces engins soient pilotés par des entités biologiques non humaines et s'ils pourraient être contrôlés par une sorte de connexion esprit-corps. Donc Elizondo a répondu qu'il est prudent de supposer que ces engins sont contrôlés de manière intelligente, car dans certains cas, ils semblent anticiper les manœuvres humaines, ce qui indiquerait un certain niveau de conscience ou de stratégie derrière leur action. Donc la question posée à M. Lisan concerne la possibilité que ces engins soient pilotés par des entités biologiques non humaines et s'ils pourraient être contrôlés par une sorte de connexion esprit-corps. Donc,
Par la suite, donc parce que il y a eu l'année précédente, il y a eu un congrès avec Grush qui avait affirmé qu'il y avait des entités biologiques qui avaient été récupérées. Ils disent dans notre précédent panel, nous avons eu Grush, donc c'est David Grush. Il a témoigné que certains d'entre eux étaient des êtres interdimensionnaux. Pouvez-vous en parler, madame? Je ne suis pas qualifié, là, c'est Eliséando qui répond. Certainement en tant que scientifique ou d'autres de spéculer sur des points d'origine. J'ai regardé tout d'un point de vue scientifique. Donc, si vous regardez par exemple l'accélération instantanée, qui est l'un des points de vue du programme auquel je suis lié à type, le corps humain ne peut tenir environ 9 G-force pour un temps court avant de souffrir de conséquences biologiques et des écarts. Donc, il parle des écarts de l'importance avec ces objets UAP qui peuvent effectuer des changements, s'arrêter brusquement. À 6000, ils sont peut-être à 6000 ou 12 000 km/h et puis s'arrêtent brusquement. Ensuite, ils ont évoqué des discussions entre des officiers de la navette au sujet de leur vaisseau endommagé par des phénomènes aériens. Donc, apparemment, il y aurait eu des contacts. Il a mentionné qu'un témoin, donc toujours Grush, avait témoigné dans un précédent panel que certains de ces phénomènes pourraient être des anomalies. C'est toujours pareil. Donc là, il explique toujours que ces engins sont capables de réaliser des manœuvres bien au-delà des limites acceptables, en fait. Sans un engin conventionnel exploserait ou se désintégrerait, selon lui. Il a expliqué que notre compréhension de la vie a évolué au fil du temps. Donc là, il dit qu'à un moment, on croyait que la vie nécessitait de l'oxygène, mais on sait maintenant que des bactéries anaérobies peuvent vivre sans oxygène. De même, on pensait autrefois que toute vie dépendait de la photosynthèse pour obtenir de l'énergie, alors qu'il existe aussi des organismes qui utilisent de la chimiosynthèse. Donc là, il souligne l'importance de réévaluer constamment notre définition de la vie, surtout dans le contexte des phénomènes inconnus. Il a mentionné aussi des rapports de personnes affirmant avoir eu des expériences directes avec ces entités ou engins, quels qu'ils soient, donc il parle bien d'entités, et que certains témoins disent que ces phénomènes disparaissent automatiquement indépendamment des croyances religieuses, c'est-à-dire qu'ils se volatilisent, quoi, en gros, hein, comme c'est un jet d'espace-temps. Donc là, il parle de l'énergie aussi, parce que comme ils vont très vite et disparaissent, ils ont discuté de la possibilité que certains de ces engins utilisent des formes d'énergie qui nous sont actuellement inconnues. La question portait sur les implications pour la sécurité nationale, notamment si une telle technologie pourrait être bénéfique ou problématique pour l'humanité. Donc là, il a été noté que si les États-Unis avaient accès à cette énergie, cela pourrait potentiellement réduire les coûts pour des projets comme le programme Artemis. Il a également la préoccupation que d'autres pays puissent également accéder à cette technologie. Donc là, il s'inquiète aussi qui pourrait détenir cette technologie qui est incroyable. Et donc, il rajoute que certains UAP preuves indiquent que ces phénomènes UAP semblent être d'une intelligence supérieure et ne proviennent pas d'origine humaine. Donc, il a souligné l'importance pour les pilotes civils et commerciaux de pouvoir signaler les phénomènes UAP, parce que là, c'est très important d'avoir de plus en plus de rapports, et que c'est crucial pour la sécurité nationale et pour améliorer la sécurité de l'aviation, car ça permet une meilleure compréhension des mouvements UAP. Donc, voilà. Et il semble être préoccupé par le niveau de classification entourant les informations sur les phénomènes aériens non identifiés, suggérant qu'un groupe scientifique contrôle et limite l'accès à ces... Donc là, il y aurait un groupe qui bloquerait tous ces accès. Donc après, il parle des orbes, d'une rencontre avec FF2 et des orbes métalliques, et on ne sait pas trop où ça s'est passé. C'était aux États-Unis. Donc il y a un avion qui a été entouré par 3 objets de type orbe, des UAP. Voilà. Donc voilà pour la première partie. Et dans la deuxième partie, on parlera des matériaux qui auraient été récupérés. Allez, à bientôt pour la suite.